Quel est votre discours intérieur? Quelles sont les pensées qui ressassent dans votre tête et que vous tentez peut-être même de vous en départir, mais que vous avez de la difficulté? Aujourd'hui, je m'entretiens avec le docteur Jean-Guy Rochefort, psychologue clinicien, à ce sujet. Restez là. Jean-Guy, bonjour! Oh, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Mais quel sujet que je trouve extrêmement intéressant, le discours intérieur que tu as abordé dans ton livre, là, Les blessures psychologiques. Euh, Discours intérieur, on parle en fait de nos pensées, de la façon dont on se parle à nous, mais est-ce que c'est aussi la façon, les pensées qu'on peut avoir envers les autres? Ah, c'est tout ce qui est conscient et inconscient qui se passe à l'intérieur de mon monde intérieur, de mon monde affectif, émotionnel. C'est les croyances que j'ai de moi-même, c'est l'estime que j'ai de moi-même à travers tout ce discours-là. C'est dans les schémas que j'ai mis en place depuis mon jeune âge. Ça peut être dans les pensées inquiétantes que j'ai si j'ai un TAG. Ça peut être dans les pensées intrusives que j'ai si j'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Alors, je vais essayer de parler de chacune de ces dimensions-là pour éclairer les gens par rapport à ce fameux discours intérieur-là. D'ailleurs, quand on avait fait l'entrevue dernièrement et où on avait parlé de mon livre Blessures psychologiques, on avait abordé les fameux schémas cognitifs de Jeffrey Young et d'Aaron Beck aussi, là, qui a parti la notion de schéma au début. Et quand j'ai abordé les discours intérieurs, j'avais tellement de choses à dire qu'on s'était dit, bon, on va faire une émission juste sur le discours intérieur. Ah ben, en fait, je pense que tout ce qui a trait à la psychologie pourrait faire de multiples entrevues. J'aimerais commencer, Jean-Guy, avec le fait de peu importe là, en thérapie ou surtout dans les livres, je te dirais, là, la fameuse réplique d'apprendre à gérer ses pensées, que ce soit des pensées négatives, intrusives, des pensées qui nous font mal, de l'auto-jugement ou des critiques de soi ou envers les autres, puis qu'on se fait dire « apprends à gérer tes pensées ». Moi, ben honnêtement, j'ai de la misère avec cette réplique-là parce que tu le sais, et on a, je pense que c'est quoi, environ 60 000 pensées par jour? Ah, je ne sais pas ça. Non, OK. Ben, ça, j'ai vu ça en neurosciences. Je pense que c'est 60 ou 65 000 pensées par jour. Fait que c'est bien difficile de dire je vais essayer de les attraper pour la changer en plus positif parce qu'il y en a tellement qu'on s'y perd. Qu'est-ce Ouais. que tu pourrais nous dire là-dessus? Ben, d'abord, change tes pensées, agis sur tes pensées. On parle de pensées négatives dans ce temps-là, tout le temps. Ça, c'est pour les pensées qui sont conscientes. Mais toutes les convictions que je peux avoir de moi-même, puis qui vont amener à avoir des pensées négatives de moi, ben ça, c'est inconscient. Alors ça s'est construit pendant mon enfance. Alors, pendant mon enfance, dans mes relations avec ma famille, avec mes proches, avec mes pères, j'ai développé une perception de moi-même. Puis à partir de cette pensée-là, j'en suis venu à avoir des convictions par rapport à moi-même, qu'on va appeler des fois des croyances. Puis là, ben, on va s'enligner vers les fausses croyances, les fausses convictions, les convictions erronées. C'est des termes différents qui veulent dire tous la même chose. Mais je développe cette idée-là, cette perception-là de moi qui s'avère fausse, qui n'est pas basée sur des faits, qui est basée sur un feeling, sur quelque chose que j'ai senti et que je me suis imaginé, qui va venir atteindre mon estime de moi-même, qui va venir atteindre ma confiance. Puis là, je pars avec une idée que je ne suis pas compétent. Je ne suis pas habile. Alors que la compétence, l'habileté, par exemple, ce sont des choses qu'on développe. Alors, tu peux avoir la conviction que tu n'es pas compétent, mais
on ne t'a jamais appris à comprendre que cette compétence-là, si tu mets les efforts nécessaires, tu vas pouvoir la développer. Et comme toi, tu as la conviction que tu ne l'es pas compétent, tu ne mets pas les efforts, tu n'as pas cette idée-là que tu peux mettre des efforts pour amener des changements. Alors ça, il y a une partie dans cette conviction-là erronée en thérapie où on doit faire prendre conscience à la personne qu'elle a cette conviction-là. Puis souvent, c'est un travail d'amener à la conscience parce que la personne, elle a tous les comportements qui découlent d'une mauvaise idée d'elle-même, mais elle n'en est pas consciente que ça a des impacts à plein de niveaux dans sa vie. Donc, la première étape va être de prendre conscience de cette conviction erronée-là ou de cette fausse croyance-là que j'ai par rapport à moi-même. Parce qu'après ça, le discours intérieur, il va être teinté de cette fausse conviction-là que j'ai par rapport à moi-même. Puis si on définit le discours intérieur, c'est la manière qu'on se parle à soi-même, c'est la petite voix dans la tête qui juge, qui conseille, etc. OK? Et là, par exemple, dans le discours intérieur, je pourrais me dire, je ferais mieux la prochaine fois après avoir fait une erreur. Fait que je vais avoir ce discours-là d'essayer de faire mieux. Et je pourrais aussi avoir le discours de me dire, ah, on sait bien, je ne suis pas bon dans ça, je ne suis jamais bon dans ça, je ne réussis pas à faire ça. OK? Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, moi, quand je me présente dans un salon du livre, je ne suis pas bon là-dedans. Pour se vendre dans un salon du livre. Pour me vendre, moi, je ne suis pas bonne pour me vendre. OK? Mais il y a des habiletés derrière ça. OK? Mais il faut un intérêt aussi, par exemple. Il faut avoir. Puis, je pense que c'est un long processus dans le sens où, un, c'est de se rendre compte, comme tu viens de dire, de la fausse conviction. Deux, c'est de la travailler pour ne plus la croire à l'intensité à laquelle on la croit. Puis trois, après, c'est de développer les compétences qui peuvent être liées à s'améliorer là-dedans. Oui, mais c'est parce que l'histoire, c'est que si je publie un livre, puis que je n'ai pas l'idée d'amener les gens à s'intéresser à mon sujet, etc., ben, je peux me poser la question au départ, mais pourquoi je la publie, mon livre? OK? Parce que si c'est pas mon besoin personnel, ben, je peux écrire, aller faire une photocopie, puis... OK? Mais là, à partir du moment où je publie, c'est parce que j'ai un intérêt que les gens lisent qu'est-ce que j'ai fait, puis avoir du feedback là-dessus. Donc, la partie intérêt, moi, je me dirais, des fois, ça cache une gêne, ça cache une peur d'avoir l'avis des gens qui ne sont pas intéressés ou de composer avec des gens qui vont confronter les idées, etc. OK? Fait que la notion d'intérêt, ce n'est pas quelque chose nécessairement de simple. Quand la personne a dit « il faut que j'aie l'intérêt », moi, je vais un petit peu plus loin pour questionner la personne, pour voir si c'est vraiment une question d'intérêt ou c'est une question de peur d'être rejeté ou de peur que les gens ne soient pas intéressés, ou etc. OK? Mais ça fait toute partie d'une espèce de schéma où j'ai des convictions inconscientes de moi-même, puis que ça se travaille en thérapie, ces éléments-là. OK? Ensuite de ça, dans les discours intérieurs, il y a le discours intérieur positif, il y a aussi le discours intérieur négatif. Dans le discours intérieur positif, ça permet d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau tout en augmentant la motivation et le sentiment d'être compétent. Alors, ce discours-là, puis tu sais, là, il y a des gens qui, dans leur tempérament, vivent avec des lunettes roses. Il y a des gens qui vivent avec des lunettes grises. Fait que devant les circonstances de la vie, ça va venir teinter leur façon de percevoir ce qui est devant. Ils vont arriver devant une situation difficile. Si on a les lunettes roses, là, eux, ils vont se dire « Ah, parfait, tout un beau défi.
devant moi. Je vais mettre tout ce qu'il faut pour affronter ce défi-là. La personne qui a les lunettes grises, elle a probablement un discours intérieur négatif par rapport à elle-même, des convictions négatives par rapport à elle-même dans son estime. Puis elle va voir ça comme une montagne, puis elle va trouver ça lourd, puis elle va se dire « Ah, je ne serais pas capable, je ne réussirai pas. » OK? Alors, ça aussi, ça va avoir son importance. Donc, dans le discours intérieur négatif, je tends à déprimer, avec mes lunettes grises, je vais baisser les bras, je vais me laisser submerger par les mauvaises pensées. Puis ces types de personnes-là, souvent, quand ils viennent en thérapie, on a l'impression d'être en train toujours de les craquer. Je ne sais pas quel autre mot utiliser. Là, Oui, mais c'est ça, je ne suis pas sûre que je comprends dans quel sens, craquer dans quel. Dans le sens que les convictions qu'ils ont d'eux autres, c'est des convictions que je ne vais pas réussir, je ne serai pas compétent, je ne réussirai pas dans ce domaine-là. Je ne me sens pas bon pour réussir à ce niveau-là. Et là, chaque fois qu'on va aborder un défi en thérapie, quelque chose sur lequel mettre de l'énergie, cette personne-là, dès le départ, commence avec sa conviction « Ah, mais je ne serai pas capable. Ah, j'ai essayé, mais je ne réussis pas. » Il me semble, docteur Rochefort, que je veux changer. Il me semble que je fais plein d'efforts, docteur Rochefort, mais là, quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça avance pas, j'ai l'impression que je réussis pas. OK? Mais des fois, ces gens-là, les lunettes qu'ils portent, regardent toujours la situation dans le même sens. Oui, alors que pour réussir. Ça prend beaucoup d'énergie, hein, une personne négative. C'est pas toujours conscient de sa part, dans le sens où il y en a qui le savent qu'ils sont négatifs puis ils s'en foutent. Mais il y en a d'autres qui s'en rendent pas compte ou que c'est plus fort qu'eux, mais c'est pas parce qu'ils veulent purger l'énergie de tout le monde autour. Là. C'est pas dans ce sens-là que je dis. Moi, non, c'est parce que, faire une parenthèse, j'ai lu un livre la semaine passée, puis ça m'a blessée parce que à l'intérieur, il y avait un paragraphe, entre autres, qui parlait de ces personnes-là. Ça en parlait un petit peu comme si ça valait plus la peine de mettre des efforts sur eux autres. Je trouve ça blessant. Bien, ça, en fait, là, ça, c'est ce qu'on appelle le compte transfert du thérapeute. C'est qu'à un moment donné, avec ces clients-là, tu as l'impression de travailler plus qu'eux. Puis comme ils sont négatifs constamment, tu as l'impression de devoir, c'est pour ça que je disais le mot craquer, tu as l'impression de devoir comme les stimuler, les motiver, mettre plus d'énergie que la personne elle-même. Ouais. À un moment donné, les intervenants se découragent puis ils disent « Elle n'est pas vraiment motivée, elle ne veut pas vraiment. » Moi, je n'ai pas ce type d'attitude-là. Moi, je me mets beaucoup de responsabilités comme thérapeute dans le sens où je me dis si ça avance pas pour la personne, c'est parce que moi, je n'ai pas trouvé le bon angle pour faire saisir l'information au client qui est devant moi. Je vais essayer un autre angle. C'est ça que j'utilise constamment avec les gens. Puis des fois, je vais même leur dire c'est pas vous, hein, c'est moi qui ne dois pas trouver le bon angle. OK? Ça, c'est d'en mettre beaucoup sur les épaules, par exemple? Ben, en fait, je veux que la personne devant ne se mette pas toute la responsabilité parce qu'elle a déjà une dynamique d'échec, de conduite d'échec, cette personne-là. Alors, avant même de commencer, elle a l'impression qu'elle ne va pas réussir. Ce que je veux dire, moi, par ma responsabilité, c'est pas que moi, je fais le travail à la place du client. C'est pas dans ce sens-là. Mais moi, comme thérapeute, je dois trouver un angle où il va y avoir une fenêtre ouverte, puis là, la personne va être capable d'accueillir l'information que j'essaie de lui transmettre. Mais c'est des gens que la fenêtre est petite, puis il faut trouver la façon d'amener le client à nous permettre d'ouvrir la fenêtre, à nous permettre de l'aider juste à essayer, juste à faire l'effort d'essayer quelque chose. Ces clients-là sont beaucoup trop axés sur le résultat,
Puis le résultat, ça se peut que ça prenne 5 étapes avant d'y arriver. Mais là, eux autres, c'est une montagne, faire les 5 étapes. Fait qu'il faut vraiment diviser la tâche en petits objectifs, les prendre un à la fois et démontrer à la personne qu'elle a réussi à faire la première étape, puis que c'est bien. Mais elle n'a pas des lunettes roses. Fait qu'elle, même si elle a réussi la première étape, elle va nous dire « Ouais, mais il en reste 4. » OK? C'est tellement vrai en plus. OK? Mais, tu sais, ces personnes-là aussi, souvent, c'est que quand ils ont eu des objectifs, ils ont fait la première étape, ils ont arrêté, donc ils ont retenu que c'était un échec. Mais ils n'ont pas la conscience de dire, OK, mais il y avait 4 autres étapes que je n'ai pas faites pour arriver au sentiment de. Fait que eux, c'est tout le temps, constamment, ils pensent qu'ils ont des échecs, mais c'est parce que le cheminement n'a jamais été fait en entier. Mais c'est parce que ce qu'il faut qu'ils saisissent, là, c'est que l'effort et l'initiative est plus important que le résultat. Alors, ça se peut qu'ils viennent d'un milieu où le résultat prenait beaucoup de place, était beaucoup valorisé. Puis là, pour eux, ils cherchent trop le résultat. Puis le commun des mortels, les gens en général, oui, le résultat va devenir important, mais ils sont capables de tolérer les étapes qui vont en venir. Donc, la persévérance, puis être capable de voir chacun des efforts que la personne fait. J'écoutais une série super adorable ces dernières semaines qui est MasterChef Junior avec des jeunes enfants qui font de la cuisine de façon absolument extraordinaire. Puis il y avait des jeunes là-dedans là, qui étaient capables de se féliciter de chacune des petites étapes qu'ils faisaient, puis qui étaient fiers d'avoir réussi la sauce, puis d'avoir réussi les pommes de terre, puis d'avoir... Alors, eux, ils sont capables de voir les étapes une à la fois pour mener à. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ces choses-là. Mais ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont capables de persister avec le temps puis faire chacune des étapes. Si on revient à notre fameux discours intérieur. Oui, parce que le temps achève déjà. Ben oui. Comment changer son discours intérieur? Ben, première chose, en prendre conscience, parce que souvent, le discours intérieur, il est plus ou moins conscient. D'en prendre conscience, puis de prendre conscience aussi que le discours intérieur doit être appuyé sur des faits concrets, observables. Quand il est vraiment axé sur des faits concrets, observables, on est capable d'agir sur des éléments du discours puis d'amener des changements. Mais souvent, quand on fait l'exploration du discours intérieur, on s'aperçoit que beaucoup de choses que la personne a imaginées n'est pas basées sur des faits réels. C'est son imaginaire, puis c'est ses fausses convictions qui ont alimenté cette façon-là de régler le discours intérieur. Fait que toutes ces étapes-là que j'ai expliquées aujourd'hui sont toutes importantes. Que ce soit les distorsions cognitives que je veux faire, les croyances erronées que j'ai, mes réflexes automatiques. Si j'explique très rapidement, j'ai expliqué les croyances erronées, mais il faut que j'explique aussi les distorsions cognitives. C'est que je peux être tellement pris dans cette espèce de schéma-là qui est entretenu par mes convictions erronées qui sont à l'intérieur de moi, que je vais faire des distorsions de la réalité. Alors, une distorsion, c'est une pensée erronée ou exagérée qui va influencer négativement ma perception de la réalité, puis de mes émotions. Alors, il va y avoir des interprétations inexactes des situations par après. Alors, on va voir des gens que c'est tout blanc, tout noir, qui n'ont pas de zone grise. Alors, c'est des gens qui ont de la difficulté à avoir du recul, des gens qui ont des difficultés à faire les différentes étapes, à avoir de la persévérance, etc. Fait que les distorsions cognitives ils vont devenir très, très importantes dans mon discours intérieur aussi. OK? Et si on y va au niveau des types de discours intérieurs, deux en particulier, il va y avoir des pensées inquiétantes, les gens qui font du tag, les gens qui s'inquiètent de façon excessive puis que ce n'est pas basé sur des faits réels. Ces gens-là, ils en ont tout un discours intérieur autour des pensées inquiétantes. Puis ces pensées inquiétantes-là,
sur lesquels on doit agir amènent de l'anxiété. Mais la personne n'est pas toujours consciente qu'elle a des pensées d'inquiétude importantes. Elle observe qu'elle fait beaucoup d'anxiété, mais pas consciente de ces pensées-là qui font partie de ce fameux discours intérieur-là. Alors, nous, en thérapie, on rend ça réel, les pensées inquiétantes, puis on essaie de recadrer les fausses croyances par rapport à ces pensées-là, parce que ces gens-là pensent que de s'inquiéter, c'est quelque chose de bon, puis qu'ils vont pouvoir prévenir des choses difficiles ou épeurantes de la vie. Puis on a aussi les gens qui ont des pensées intrusives de type obsessionnel-compulsif, comme des TOC. Là, ces pensées-là sont différentes. Ça, ce sont des pensées, des images, des impulsions indésirables, répétitives, qui s'imposent à l'esprit de manière incontrôlable, souvent associées à de l'anxiété. Ça, c'est différent, parce que ces pensées intrusives-là, elles prennent toute la place chez la personne. C'est beaucoup plus difficile pour une personne d'agir sur ce type de pensées-là, qui sont intrusives. Souvent, dans les pensées intrusives comme ça, pour lesquelles on va avoir un discours intérieur, elles arrivent par un dysfonctionnement du cerveau, de certaines zones du cerveau. Alors, des fois, ça va prendre certaines médications pour aider à les gérer avant de réussir à faire des interventions en thérapie. Parce que les interventions en thérapie pour les pensées intrusives, on va expliquer à la personne de ne plus écouter ces pensées-là qui viennent du cerveau, puis de mettre son attention ailleurs. C'est une des seules façons qu'on va réussir. Mais des gens qui ont des TOC très sévères et dont les pensées intrusives prennent beaucoup, beaucoup de place dans le discours intérieur, ça va prendre absolument une médication pour venir calmer au niveau du cerveau. Fait que c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de temps. J'ai essayé de tout dire dans le peu de temps qu'on avait. Non, mais c'est parfait. C'est parfait parce que, un, ça a été super intéressant, cohérent. Puis deux, ben, ça nous donne juste une autre raison pour faire d'autres capsules ensemble. Absolument. J'ai aucun problème avec ça. Okay. Jean-Guy, merci encore une fois pour toutes ces belles informations. Je rappelle aux gens, si jamais ils veulent ton livre « Blessures psychologiques » chez Béliveau Éditeur. Comprendre et soigner les blessures invisibles. Donc, disponible sur le site de Béliveau. Sinon, ils peuvent te contacter via ta page Facebook. J'ai aussi une boutique en ligne sur mon site web. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve pour une prochaine entrevue bientôt. Bye tout le monde. Un plaisir.